une instance un peu de dialogue, une courroie de transmission entre les collectivités, leurs besoins, leurs réalités, les enjeux qu'elles traversent, et l'État, ses priorités et comment il veut accompagner ce qu'on appelle la diplomatie des territoires. Et donc, on appuie, on conseille les collectivités et bien sûr, on soutient aussi, notamment financièrement, leurs initiatives. Et financièrement, ça passe par donc des appels à projets. On a une campagne d'appel à projets qui est toujours à la même période tous les ans. On diffuse en fin d'année et en début d'année, les appels à projets sont lancés pour des candidatures en général jusqu'en mars-avril, grand maximum. Donc là, je vais vous présenter un peu le cadre général de ces appels à projets, la logique en fait qui est derrière et qui est commune à tous nos appels à projets, qui ont ensuite tous un peu des spécificités, notamment égalité femmes-hommes, sport et jeunesse, pour ne parler que de cela. Donc je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Voilà. Donc, nos appels à projets, ils s'adressent prioritairement aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements. Il me semble qu'il y a dans les participants, il y a des associations, donc je voudrais voilà, préciser que vraiment notre cible, c'est les collectivités territoriales et leurs groupements qui mettent des projets de coopération décentralisée avec au moins une autorité territoriale étrangère, une collectivité territoriale étrangère. Après, bien sûr, elles peuvent s'associer à des associations. Non, pardon pour la répétition, mais elles peuvent avoir comme partenaires dans leurs projets des associations locales, des ONG pour mener les projets, pour en être leurs opérateurs, mais c'est elles qui doivent s'adresser à nous et candidater, et elles sont responsables devant le ministère de l'utilisation des fonds qu'elles recevraient dans le cadre de nos appels à projets. On a une seule exception, c'est l'appel à projet clé en main qui, lui, est adressé aux associations de collectivités territoriales ou les groupements d'intérêt public, comme RESACOP par exemple, qui proposent des programmes de coopération décentralisée tout près pour des collectivités territoriales françaises. Mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Mais de toute façon, si certains sont intéressés, je pourrais laisser mes coordonnées pour plus d'informations. Euh, Nos appels à projets, il y a trois, on va dire, prérequis obligatoires, qui sont le fait de mettre à jour l'atlas de la coopération décentralisée. Le ministère a mis en place une plateforme qui s'appelle la plateforme cncd.fr, qui est la Commission nationale pour la coopération décentralisée. Voilà, vous avez le lien ici, qui recense toutes les initiatives des collectivités territoriales à l'international. Sauf que ce sont les collectivités elles-mêmes qui doivent les renseigner. Et c'est très important pour avoir une vision d'ensemble et la plus à jour possible sur la réalité de la coopération, parce que nous, on ajuste aussi notre soutien en fonction de ça. Deuxième obligation, c'est de déclarer son aide publique au développement quand on en fait, euh, lors de la campagne annuelle qui est toujours entre le 15 avril et le 31 mai. Et enfin, si vous avez déjà reçu des fonds du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vous devez avoir déposé les comptes rendus techniques et financiers intermédiaires ou finaux en fonction de l'avancée des projets pour donc voilà, ces financements précédemment reçus. Euh, Ensuite, un dernier préalable, on a plusieurs appels à projets. J'aurais peut-être dû vous mettre une liste de tous les appels à projets qui existent, mais on a le calendrier juste après. On a des appels à projets, un généraliste qui regroupe un petit peu tout, voilà, qui est généraliste, des thématiques, dont ceux dont on va parler tout à l'heure, qui concentrent sur une thématique bien précise, et on a ce qu'on appelle des appels à projets géographiques ou dispositifs conjoints, qui, eux, se concentrent sur un pays particulièrement. Et par principe, s'il existe un dispositif conjoint avec le pays partenaire de votre projet, celui-ci ne peut pas être candidat aux autres appels à projets. Il faut forcément qu'il aille dans le dispositif conjoint. Et donc, je vous ai mis la liste des dispositifs conjoints qui existent. Pour le moment, cette année, on n'a que le Sénégal qui a été lancé et confirmé. On attend des confirmations pour le Maroc, le Liban, les territoires palestiniens et la Tunisie. Le Québec, c'était l'année dernière, c'est tous les 2 ans. Et enfin, le Mexique, on est aussi en attente, mais en général, ça arrive un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, pour vous dire, si vous avez un projet avec un de ces pays-là,
de plutôt attendre la sortie des dispositifs conjoints pour candidater, ou en tout cas, il ne sera pas éligible à un des appels à projets, les autres appels à projets. En revanche, si c'est un projet qui est multi-pays, par exemple, votre projet il est avec le Sénégal et la Mauritanie, ou je sais pas moi, le Mexique et l'Allemagne, dans ce cas-là, vous pouvez candidater à n'importe quel autre appel à projet. Donc, slide suivante, s'il vous plaît, Jocelyne. Autre point important, la DSCT soutient tout type et toute envergure de projet. Donc, il n'y a pas de budget minimum, il n'y a pas de budget maximum. Ce qui compte, c'est la qualité du projet, ce sur quoi on va statuer, c'est l'équilibre du budget, ça respecte toutes les exigences qu'il y a dans les règlements des appels à projets, mais ça peut être des tout petits projets comme ça peut être des plus gros. Euh, la limite se situant notamment dans les actions non éligibles que j'ai rappelées, notamment le fait qu'on ne soutient pas d'investissement, pas d'infrastructure, pas d'équipement. Donc forcément, ça limite les budgets des projets. Euh, c'est donc que du soft, de la formation, de l'échange entre collectivités ou entre partenaires, des billets d'avion, du visa, de la communication, du petit matériel, ça rentre quand même dedans. Mais voilà, pas d'investissement, mais encore une fois, il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Euh, on ne soutient pas non plus le fonctionnement des collectivités territoriales ou de leurs services, donc on ne prend pas en charge des, les, les salaires des agents, par exemple des services relations internationales qui intervient. En revanche, la collectivité peut valoriser l'apport de ces agents-là dans son propre apport. Mais ça, on pourra en parler peut-être après si vous avez des questions sur ces financements-là. Et je crois que j'ai encore une slide ou deux, oui. Et surtout, ce qui est important, c'est que peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà nos appels à projets dans les collectivités qui sont présentes, mais on a des nouveautés pour 2024. On a pas mal de changements sur lesquels je voulais vraiment euh, qu'on se concentre. Euh, vous savez peut-être, mais on n'a plus de pays prioritaires. Auparavant, on avait une liste, enfin, au titre du soutien de la France en matière d'aide publique au développement, on avait une liste de 19 pays prioritaires qui venaient donc du CICID. Aujourd'hui, cette liste de pays prioritaires, elle a disparu et on se concentre sur la liste des pays les moins avancés, donc qui est la liste de l'OCDE, qui est facilement trouvable sur Internet. On pourra vous transmettre aussi la liste si vous le souhaitez. Et de ce fait, on a une évolution des taux de cofinancement maximum qu'on peut allouer à un projet de manière positive, dans le sens où avant, le maximum avec un projet avec un pays prioritaire, c'était jusqu'à 70% maximum du budget global du projet, pour des dépenses éligibles, bien sûr. Et maintenant, on est passé pour les pays les moins avancés jusqu'à 90% du projet pour les dépenses éligibles. Et de même, on avait une gradation auparavant entre les pays bénéficiaires de l'APD et les autres pays du monde, euh, avec une différence de jusqu'à 50%, puis jusqu'à 30%. Et maintenant, on n'a plus cette distinction. Et pour tous les autres pays, hors pays les moins avancés, on va jusqu'à 70% du budget du projet pour les dépenses éligibles. Donc, c'est quand même un soutien assez fort. Mais ça veut aussi dire qu'on va pas forcément pouvoir financer tout au maximum des cofinancements qui sont annoncés. Donc, c'est pas parce qu'on peut aller jusqu'à 70% qu'il faut forcément demander 70%. On va aussi regarder qui est dans les autres cofinanceurs, l'équilibre du budget, encore une fois, l'apport du partenaire étranger, si c'est possible. Pour certains projets, bah, dans l'eau, les agences de l'eau peuvent être des bailleurs complémentaires, etc. Mais en tout cas, il y a un effort vraiment, pardon, un effort vraiment euh, du ministère de l'Europe et des Affaires pour soutenir encore davantage
euh, la coopération décentralisée dans un contexte qu'on sait difficile pour les collectivités territoriales, contexte financier compliqué, et donc montrer que c'est toujours une priorité pour l'État français d'accompagner la diplomatie des territoires, et donc on essaie de donner les moyens, en tout cas autant de faire se peut, de réaliser ces projets-là. Autre nouveauté, c'est le fait que maintenant, dans tous les appels à projets, vous pouvez proposer un projet qui court de 12 à 36 mois. Sauf s'il y a des exceptions parfois dans les dispositifs conjoints, mais de manière générale, c'est comme ça. Tous les projets peuvent aller de 12 à 36 mois. Avant, on avait des appels à projets annuels, des triennaux, des biennaux, donc c'était peut-être un petit peu confus. Maintenant, pour tous, vous pouvez aller donc de 1 an à 3 ans dans les projets. Donc, ce qui est peut-être une facilité, une liberté aussi pour les collectivités euh, par rapport à avant. On a également donc de nouveaux critères obligatoires, notamment l'intégration des enjeux des femmes-hommes, de genre dans les projets en reprenant la méthode du marquage genre de l'OCDE. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on pourra éventuellement en parler aussi si vous le souhaitez. En fait, ça répond à l'engagement de la France en matière d'aide publique au développement, d'atteindre d'ici 2025 au moins 75% de son aide. Et dans l'aide, il y a notamment les subventions telles que celles des appels à projets de la DECT, que 75% de cette aide correspondent au moins à un marquage genre 1. Donc ça veut dire qu'on prenne en compte de manière substantielle les questions de genre dans le projet. Donc c'est vraiment une priorité très 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 forte du ministère dans le cadre de la diplomatie féministe. Donc c'est vraiment pas un sujet à mettre de côté et à prendre très au sérieux dès le démarrage du projet, dès le départ, dès la conception du projet, pardon. Voilà, de bien être vigilant sur ces sujets. Il y a beaucoup de ressources qui existent pour vous accompagner pour la prise en compte de ces enjeux-là. Et autre critère, le fait que maintenant, on exige que dans le projet, il y ait un volet de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, qui est peut-être quelque chose de plus familier pour euh, notamment le milieu associatif. Euh, Souvent, c'était déjà intégré dans les projets, puisque au final, Lexi, c'est comment on fait un retour aussi sur le projet, sur son territoire, auprès des scolaires, auprès des jeunes, des seniors, de sa population de façon générale. Il y a plein de possibilités, des expositions, des conférences, je sais pas, il y a plein d'actions possibles, mais nous, on avait besoin d'avoir de la visibilité sur ces actions-là qui étaient parfois dans des projets un peu noyés. Donc c'est pour ça il y aura dans le formulaire d'appel à projet, il y a un petit paragraphe dédié. Donc ça vous permet de valoriser ces actions-là en direction du territoire français sur donc, vos actions à l'international. Et enfin, dernière nouveauté, qui n'est pas des moindres. Auparavant, la DSCT versait son financement par tranche annuelle. Donc, si vous aviez un projet en 3 ans, on avait 3 tranches. La première dès la notification, la deuxième à la deuxième année, puis la troisième en troisième année. Et maintenant, pour nous, de notre côté des facilités de gestion, on verse directement 80% du cofinancement qui a été accordé en comité de sélection, directement. Et ensuite, dès que vous êtes en capacité de justifier l'utilisation d'au moins 80% de cette première tranche, vous nous soumettez un compte rendu technique et financier et ensuite on vous verse les 20% restants. Donc ça va demander un petit travail de trésorerie aux collectivités euh, pour, enfin non pas de trésorerie, mais d'anticiper. Voilà, ça va tomber sur plusieurs années, donc de devoir faire des reports sur les montants qui auront été reçus. Mais ça vous donne du coup plus de trésorerie aussi pour démarrer les projets. Donc voilà, pour le cadre général, c'est peut-être, je me rends compte en parlant que c'est peut-être un peu confus, donc surtout n'hésitez pas s'il y a la moindre question, toutes les questions sont bonnes. Et j'ai voulu vous rappeler donc le calendrier des appels à projets.
Donc là, vous pouvez voir tous ceux qui ont été sortis récemment. Et ben, il n'y a pas le Sénégalais puisqu'il est sorti lundi, je n'ai pas mis à jour le tableau. Mais comme ça, vous avez les dates de clôture. Et comme ça a été dit en entrée, c'est vrai que là, on est le 11 janvier. Celui qui clôt le plus tôt dans ce qu'on présente aujourd'hui, c'est égalité femmes-hommes et la clôture est le 19 mars. Donc pour monter un projet, ça peut être court, c'est pas impossible à faire par ailleurs, mais voilà. Jeunesse, sa clôture c'est le 26 mars et sport le 2 avril, c'est un petit peu plus tard. Et voilà, donc on a toute une galaxie d'appels à projets qui reviennent un peu tous les ans, hein. Euh, qui, je pense, parlent d'eux-mêmes dans leurs intitulés. Mais si vous avez des questions aussi sur ces appels à projets, on pourra toujours l'évoquer, soit maintenant, soit par mail plus tard, sans souci. Et du coup, peut-être pour vous dire, pour les dates du Sénégalais, vite, rapidement, parce que je vois qu'il y a une question sur les fonds conjoints. Euh, la clôture, il me semble que c'est en février, le 23 février. Et il est déjà ouvert. Donc voilà. Dernier petit point, oui, si tout ça, ça vous intéresse, les appels à projets, être informé de ce que fait la DAECT en soutien aux collectivités territoriales. Si vous ne le savez pas, on a une liste de diffusion. Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi par la suite pour que je vous inscrive à cette liste de diffusion si vous ne la recevez pas déjà. Comme ça, vous avez directement nos informations. Bon, bien sûr, Isacop rediffuse, mais voilà, si vous le souhaitez, en tout cas, vous pouvez la recevoir directement également. Et je crois que je l'ai fini pour le cadrage général. Merci beaucoup, Madame Millon. Ce que je propose, Jocelyne, c'est qu'on reprenne d'abord les questions s'il y en a dans le chat, dans un premier temps, et après les questions du chat, on gère la prise de parole et les questions collectivement. Simplement, je vous demanderai de lever la main, si possible, pour poser vos questions. Jocelyne, est-ce qu'il y a des Alors, questions dans le chat? il n'y avait pas vraiment de questions concernant voilà, l'exposé, mais bon, une question quand même indirecte, peut-être, c'est effectivement quel peut être le lien entre une association et une collectivité dans le cadre de ces appels à projets. Donc, il est bien clair que ces appels à projets sont réservés aux collectivités, mais voilà, dans quelle mesure, en fait, la collectivité peut avoir un partenaire associatif pour certaines activités. La maîtrise d'ouvrage elle doit être à la collectivité territoriale, mais elle peut complètement déléguer la maîtrise d'œuvre du projet à une association. Donc, bon, c'est majoritairement le cas, hein. C'est rare les collectivités territoriales qui gèrent elles-mêmes leurs projets sans un appui associatif ou d'un autre partenaire, parce qu'il faut avoir les ressources humaines derrière, hein, pour le faire. Et pour les plus petites collectivités, c'est pas toujours facile. Et c'est pas parce qu'il y a une association qui est un peu l'opérateur de la collectivité que la collectivité est désengagée. Euh, donc, euh, donc, pour moi, tout est possible. Enfin, l'association peut proposer un projet à la collectivité qui s'en empare et qui le soumet ensuite auprès de nous. L'important, c'est que ça reste de la coopération décentralisée et pas un projet d'une association qui est parrainé par une collectivité. Donc, qu'il y ait notamment des échanges entre administrations, entre élus, qu'il y ait vraiment une réciprocité aussi entre les territoires. Ça, on regardera, mais rien n'empêche d'associer des associations, encore une fois, à ces projets de coopération. Au contraire. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat, Jocelyne? Sinon, Non, il n'y avait pas d'autres questions dans le alors chat. il y a Madame Lavoué qui a levé la main. Si vous pouvez vous présenter avant votre question. Oui, oui, bonjour. Elisabeth Alavoué, donc je représente l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine et j'avais une question. Donc dans le dispositif conjoint de pays,
est-ce que l'investissement est prévu? Parce que j'ai vu que du dispositif général, il est exclu, mais est-ce qu'avec les pays, dans le dispositif conjoint, on peut faire de l'investissement? Et deuxième question, est-ce que l'Ukraine fera partie pour l'année 2024 de ce dispositif conjoint? Merci. Alors non, aux deux questions. L'investissement n'est jamais dans nos appels à projets pour une très bonne raison, c'est que ça relève du périmètre de l'Agence française de développement. D'accord. Donc nous, on fait vraiment jamais d'investissement, même dans les dispositifs conjoints. Et à ma connaissance, on n'a pas de dispositif conjoint en Ukraine de prévu. Quoi qu'il en soit, la situation en Ukraine étant ce qu'elle est, on est très preneur de projets avec l'Ukraine et on peut regarder un peu au cas par cas ce qui peut nous être proposé. On connaît aussi enfin, les difficultés liées à la situation, mais on veut vraiment encourager les collectivités à s'investir en Ukraine, à soutenir l'Ukraine, à initier des coopérations. Donc, on sera, on regardera, on regarde un peu plus au cas par cas les projets avec l'Ukraine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Juste questions? une petite précision peut-être, Morgane. Est-ce que ça veut dire que donc pour des projets en Ukraine, c'est dans le cadre de l'appel à projet généraliste, par exemple, qu'il faut déposer? Oui. Alors ça dépend du thème, mais si vous voulez faire un projet avec l'Ukraine sur la jeunesse, même si bon, pour le coup, non, c'est un mauvais exemple, mais sur la sécurité alimentaire, par exemple, ce sera plutôt sur sécurité alimentaire. D'accord. Mais Mmh. si c'est en dehors des thématiques, des appels à projets thématiques qui sont présents, c'est effectivement sur le généraliste qu'il faudra émarger, en sachant qu'on a décalé le calendrier du généraliste pour qu'il arrive après tous les autres, qu'il fasse un peu voiture-balai. Donc, ça laisse un peu plus de temps aussi pour monter son projet. Je vais réafficher le calendrier. Hop. Et je crois que j'avais vu une question dans le chat sur les calendriers des dispositifs conjoints. Donc, pour le moment, comme j'ai dit, le seul dont on ait la confirmation ferme et qui a été lancé, c'est le dispositif conjoint avec le Sénégal. Et pour les autres pays concernés, pour le moment, on n'a pas encore de visibilité. Donc, il faudra être patient. Et encore une fois, si vous voulez l'information, n'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion, puisqu'il y aura des communiqués, des informations en ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre général? Alors en attendant, moi j'en avais quand même une. Madame Millon, avec votre expérience et l'expertise des anciens appels à projets, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être les 2-3 critères un peu incontournables qui fait que c'est un bon dossier de subvention, les 2-3 choses qui sont très très importantes et qui montrent qu'il y a un bon dossier, et à l'inverse, peut-être les 3 erreurs, les 2-3 choses qui font que par votre expérience, ça ne correspond pas à ce que le ministère attend. Voilà, c'est un peu les 2-3 critères positifs et négatifs. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Pour moi, un des critères fondamentaux et qu'on regardera vraiment beaucoup, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est la réciprocité entre les territoires. Donc, avoir des projets qui se passent que dans le pays partenaire, ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'il y ait un retour sur le territoire français, des actions avec le territoire français, un vrai échange. Donc casser un peu le côté un peu vertical de certains projets et amener à quelque chose d'un peu plus voilà, de pair à pair. Euh, Il y a plein de façons de le faire. Donc, on a parlé de l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Euh, Pardon, moi, le volontariat en réciprocité, c'est un super outil pour ça. Voilà, il y a beaucoup de choses possibles, des accueils de délégations, des visites techniques. Donc voilà, pour nous, vraiment, la réciprocité des échanges, c'est quelque chose de très important.
Euh, un autre critère, pour moi, euh, c'est l'implication du partenaire étranger. On peut le retrouver, l'identifier de plusieurs façons. C'est pas forcément un apport en numéraire dans le budget. On a bien conscience que dans certains pays, c'est impossible. Mais une valorisation de leur engagement, c'est vraiment important. Donc ne serait-ce que de mettre à disposition, je sais pas, des véhicules, des salles, le personnel. On peut arriver à un petit montant intéressant qui montre leur engagement. C'est quelque chose aussi à bien rendre compte dans la lettre d'intention du partenaire étranger qui fait partie des documents requis pour candidater, de bien montrer l'implication de ce partenaire, que en fait l'idée c'est pas que la collectivité elle arrive avec son projet tout ficelé depuis la France et qu'on arrive à qu'elle l'applique directement aux partenaires étrangers, mais on veut voir qu'il y a je vais y arriver, une co-construction de ce projet-là avec le partenaire étranger. Euh, Peut-être dans les choses à éviter, dans les actions non éligibles, justement, je revois passer le slide, il y a la liste d'actions sans lien entre elles. Il faut vraiment qu'on ait un projet construit, cohérent, qui ait du sens. Juste nous balancer, genre oui, on va faire, je sais pas, aménager un puits, puis faire des activités culturelles avec les jeunes et de l'agriculture avec le même partenaire, mais sans qu'il y ait vraiment de lien entre tout ça, bon, ça fait un peu bancal. À ce moment-là, autant présenter des projets enfin, plusieurs projets différents, mais qui soient un peu construits et cohérents. Donc ça, c'est important. J'ai pensé à quelque chose en parlant et je l'ai oublié. Bon, tant pis, ça reviendra peut-être. Et encore une fois, ne pas calquer un projet. On le voit assez vite en général quand c'est le projet d'une association qui est juste parrainé par une collectivité. Euh, on voit que l'implication de la collectivité française il déborde pas trop. Encore une fois, de la co-construction donc avec les partenaires étrangers, mais aussi au niveau de la collectivité territoriale française avec ses partenaires locaux, parce que un des critères qu'on regarde aussi, même si c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est d'associer son territoire, donc les associations locales, les entreprises, les établissements scolaires ou l'université, les hôpitaux, etc. Dans les projets, puisque l'intérêt des projets de coopération décentralisée, c'est aussi d'emmener tout le territoire avec soi dans ces projets-là. Et donc, pour moi, un projet vraiment riche en coopération décentralisée, c'est un projet qui emmène d'autres services, des entreprises, des associations locales euh, dans le projet avec elles. Donc ça, on le regardera avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Et un petit plus, c'est d'être membre d'un réseau régional multi-acteurs. Je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais pas ne pas le dire. C'est pas un critère obligatoire, là, loin de là, mais pour nous, ça montre aussi l'implication de la collectivité sur le sujet et une préoccupation d'être en synergie et en cohérence avec les autres acteurs du territoire. Donc voilà, je vais terminer peut-être là-dessus. Je crois qu'il y avait 2 questions dans le chat. Madame Millon, si vous voulez qu'on les reprenne. Ah oui, s'il vous plaît. Alors, j'ai perdu le chat. Mince. Donc, si tu les as sous les yeux, Stéphane, je te laisse faire parce que là, j'ai. Ah voilà. Si, ça y est, je les ai. Donc, une question de Glaisé, mais on a le temps en fait, là, peut-être que la personne de Glaisé
peut s'exprimer directement? Oui, tout à fait. Absolument. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, Très voilà. bien. Donc je suis Olivier Charin. Voilà, mon nom n'apparaissait pas, donc je suis directeur de cabinet de la mairie de Bézé. Et donc la commune est jumelée depuis maintenant 20 ans, enfin, justement les 20 ans, avec une commune du Bénin, la commune du Kérou. Après 3, 4 années, on va dire, un peu de mise en sommeil de notre partenariat, on veut vraiment le remettre en vigueur en l'an 2024. On est à nouveau, on a des contacts réguliers avec le personnel communal, avec le maire de Kérou, etc. Et, euh, et donc, il y aura une manifestation, les gens de Kérou vont venir, une délégation va venir au mois de septembre dans la commune pour signer justement une nouvelle convention de partenariat. Et donc, dans ce cadre-là, justement, on a quelques mois pour la rédiger et pour repartir sur des projets un peu avec vous. C'était les axes à privilégier ou à prioriser, justement, pour rentrer pleinement dans vos critères d'aide. Voilà, tout simplement. Alors, il faut plutôt poser la question à l'envers. C'est plutôt quelles sont vos envies, vos priorités à mener cette coopération avec le Bénin, parce qu'au final, ils appellent un projet la DST, ils sont très très larges, on couvre, je pense, à peu près tous les domaines de coopération possibles. Euh, donc, s'il n'y a pas l'appel à un projet thématique qui correspond à ce que vous faites avec votre partenaire béninois, le généraliste couvrira. Donc, la question à vous poser, c'est plutôt ce que vous avez envie de faire avec votre partenaire béninois, ce que vous pouvez mettre sur la table, vos priorités politiques, euh, et d'orienter votre coopération dans ce sens. Ce serait D'accord. plutôt ça que je vous conseille. En fait, il y a déjà eu des actions qui ont été menées dans les années précédentes, notamment une action autour d'une salle de maternité qui avait effectivement donc, qui avait Mhm. été cofinancée, mais avec une difficulté de la faire fonctionner après. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour nous. Et puis, sinon, un travail aussi autour de convection et d'alimentation en puits également pour la commune. C'est plutôt une très large, hein, c'est une commune, c'est une sorte qu'on dit la commune de Kéroum, mais en fait c'est une sorte de vaste agglomération hein, qui est tout à fait au nord du pays. Et donc la PECLA, ça avait été très, très concret et très, très utile aussi pour les Béninois. Mais du coup, voilà, on se pose un petit peu la question de savoir effectivement pour entrer dans les bons critères, si effectivement c'était ce genre d'activité ou ce genre de partenariat est toujours effectivement, on va dire, dans les bons critères, ou bien effectivement aujourd'hui on était plus, comme ce que j'évoquais en début de visio, sur de la formation ou sur un partenariat entre les collectivités, enfin voilà, être moins dans le financement de projets ou d'investissements, comme vous l'avez écrit d'ailleurs, que c'est vu que c'est qu'on était plus privilégié, mais d'être plus dans la formation peut-être de personnel ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets d'investissement, comme vous le décrivez, qui derrière se sont retrouvés assez vite obsolètes ou caduques par difficulté de mettre en place une bonne gestion, une bonne gouvernance après le projet de ces investissements. Dans le domaine de l'eau, c'est très couramment le cas. Et donc, de ce fait, on encourage, comme vous le dites, plutôt le travail sur le renforcement de capacité, le travail sur la gouvernance locale. Si vous voulez reprendre, par exemple, des choses que vous avez déjà fait avec votre partenaire béninois, donc, par exemple sur la maternité, de voir comment vous pouvez les accompagner à mieux gérer cette maternité ou gérer les enjeux de santé maternelle et infantile dans leur territoire, mais plutôt sur un volet, effectivement, renforcement de capacité, gouvernance et bon, équipement de petit matériel selon le besoin, mais pas construire du dur qui risque de ne pas tenir sur la durée, faute d'une application qui n'est pas forcément euh, de la responsabilité de la collectivité bénéficiaire, mais parfois plutôt des dynamiques au niveau des États où il n'y a pas les ressources ou le personnel qui est prévu. Et en ce sens, un dernier conseil que j'ai oublié de donner tout à l'heure, c'est de toujours travailler ou en tout cas informer l'ambassade de France sur place dans le pays. C'est très important. Si vous n'avez pas les contacts, vous pouvez vous adresser à la DECT, on fera le lien.
Mais c'est vraiment très, très, très important de les rencontrer si vous vous déplacez sur place pour leur parler de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Et eux, ils pourront vous donner le regard vraiment terrain et sur l'état aussi dans le pays, qu'est-ce qui est enfin, dans quel domaine c'est plutôt enfin, il vaut mieux faire des projets parce que le cadre législatif et juridique il est favorable, plutôt éviter tel ou tel domaine. Donc eux, ils pourront vous donner vraiment ce regard un peu plus précis et plus terrain sur par pays. Donc vraiment, prenez contact avec les ambassades si vous avez un projet de coopération décentralisée en tête. Parce que par ailleurs, ils donnent des avis sur les projets que vous soumettez dans le cadre de nos appels à projets, hein. Donc le mieux, c'est qu'ils le connaissent avant pour donner un avis favorable, ça aide beaucoup. Merci. Merci. Si toutefois, voilà, selon les besoins également de la collectivité territoriale partenaire, il y a des besoins d'investissement, on peut aussi regarder d'autres appels à projets. Enfin, les agences de l'eau notamment, par exemple, soutiennent les collectivités qui souhaitent travailler sur l'eau et l'assainissement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, si besoin, si ça s'oriente vers ça. Il y a d'autres questions, donc je vais passer la parole peut-être à Laurie Chambon de l'AMF 69 pour que vous présentiez vous-même, votre question. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette réunion. Non, j'avais une question. Quand vous mentionnez les associations d'élus, est-ce que les associations de maires peuvent être destinataires? Et justement, si on pense à un projet en tant qu'association des maires du Rhône, ce serait plutôt avec une association de maires à l'étranger. Donc, je voulais savoir si on pouvait être destinataire des projets que vous avez nommés clés en main. Et en regardant l'appel à projet clé en main, j'ai du mal à saisir en quoi c'est vraiment clé en main. Donc, si vous pouviez donner un peu plus de détails sur cet appel à projet. Alors oui, pour moi, vous êtes éligible. Enfin, pas pour moi, non. Enfin, vous êtes éligible pour créer un projet avec une association équivalente à l'étranger. Le but du clé en main, c'est que justement des associations de collectivités montent un projet qu'elles proposent à leurs membres. Donc, l'idée, ce serait que vous, en tant qu'association fêtière, vous vous imaginez, vous montez un projet en lien avec une association fêtière d'un autre pays, et que dans ce projet s'inscrivent du coup certaines des collectivités que vous représentez. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Non, non, si, c'est très clair parce que nous, justement, à l'Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon, on a des élus qui participent à des commissions thématiques, donc ils sont spécialisés sur certaines thématiques, je ne sais pas, par exemple la transition écologique, et ils pourraient très bien, par exemple, on a 3 élus sur ce sujet-là dans notre département, ils pourraient très bien intervenir sur la thématique de la transition écologique. Je ne sais pas, en partenariat avec l'Association des maires du Liban, par exemple. Ça pourrait fonctionner. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut que vous soyez en capacité de faire l'ingénierie du projet quand même, D'accord. de le porter, vous, en tant qu'association des maires du Rhône. Voilà. C'est la seule contrainte. Mais les entre guillemets. bénéficiaires devraient être des collectivités territoriales de l'autre association. Ou ça peut être... Après, ça peut être, c'est assez ouvert, mais nous, on va regarder plutôt là sur le clairement, c'est plutôt les partenaires français et les collectivités territoriales françaises qui seront engagées. Au-delà de l'association fêtière, d'avoir des associations, des collectivités territoriales qui contribuent au projet. Ça peut être avec leurs propres partenaires à l'étranger ou avec justement peut-être une association fêtière dans un autre pays qui, elle aussi, amène dans le projet des collectivités territoriales qu'elle a dans ses membres. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Une dernière question d'Arcade, donc je passe la parole à Mylène. Bonjour, en fait j'ai plusieurs questions.
J'ai d'abord une question sur la mise à jour de l'Atlas, parce que nous, avant, on travaillait au Mali et là, on va travailler au Sénégal. Donc là, aujourd'hui, je représente les 7 communes et on a changé de commune chef de file pour le consortium. Et je voulais savoir pour la mise à jour, parce que du coup, je pense que les collectivités, elles n'ont pas mis à jour l'Atlas, comme elles ne savaient pas si on continuait ou non la coopération. Donc je pense qu'elles n'ont pas mis du tout à jour l'Atlas. Et sans la mise à jour de l'Atlas, on ne peut pas postuler, enfin, la collectivité ne pourra pas postuler du coup pour un appel à projet. Du coup, la collectivité chef de file, là, elle va se créer un espace et elle va mettre à jour l'Atlas. Mais est-ce que les autres collectivités, les 6 autres qui font partie du consortium, doivent aussi mettre à jour les montants? Là, c'est un peu plus complexe. En fait, enfin, elles peuvent. Est-ce que le projet en question, c'est un projet qui a été cofinancé par les affaires étrangères ou pas, par le passé? Avant, oui, on a été. Alors, avant, quand on était au Mali, le projet était cofinancé. Il s'est arrêté, du coup, puisque plus de subventions avec le Mali. Et là, c'est un nouveau projet. Donc, la collectivité chef de file a changé. Et donc, bah, du coup, la collectivité. Avant, c'était Pontcharra. Maintenant, ça va être le Sheila, le chef Ouais. de file, va créer Mais le son nouveau espace. projet, c'est un projet que vous allez déposer là dans le cadre du Sénégalais, par exemple? Enfin, alors, ça, c'est Il y ma a quelque deuxième chose de question. différent? Parce qu'en Ça, c'est fait, juste pour vous dire, sur l'Atlas, il faut déclarer tout ce qui n'est pas cofinancé par le ministère, parce que Oui, les je projets sais, qu'on oui. cofinance, ils y vont directement tout seuls, hein. Donc, il n'y a pas besoin de faire, enfin, sinon ça fait doublon. Donc, ils sont dans l'Atlas déjà. Dès qu'on met le- la décision du comité de sélection dans notre plateforme, ça transvase le projet dans l'Atlas. Donc, ça, Là, il n'y a non, pas là, c'est un besoin de le nouveau mettre projet. à jour. Non, Si c'est non, un c'est un autre nouveau. projet, il Ouais. faut effectivement le créer. Et quand vous créez le projet, vous pouvez mettre d'autres collectivités territoriales partenaires. Et donc, de Ok. ce fait, il n'y a pas besoin que chaque collectivité du consortium fasse une fiche pour le projet. On met en global, en fait. Ouais. Ok. Et donc, moi, j'ai une autre question. Si, parce que là, les collectivités, elles veulent travailler au Sénégal, on peut ne postuler que au dispositif conjoint. On ne peut pas Oui. postuler à d'autres. C'est ce que vous avez dit au début, hein. Ouais. Sauf si c'est un projet avec d'autres pays. Mais si c'est que Sénégal, c'est uniquement sur le Sénégalais. Ok. Et pas le clé en main, vu qu'il y a plusieurs collectivités françaises. Alors, si, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit porté par une association de collectivités. Ok, d'accord. Donc, c'est Je ne sais plutôt. pas si du coup c'est le cas pour Arcade, mais il faut que ce soit une association de collectivité territoriale ou un groupe d'intérêt public. Non, 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 ouais, c'est pas possible par rapport au statut. Donc, c'est dispositif conjoint. Eh ben, merci pour ces précisions. Je vous en prie. Je crois qu'il n'y a plus véritablement de questions, mais j'avais peut-être moi-même 2 petites questions. Et moi également. Ah bah voilà. Eh ben écoute, Jocelyne, je te laisse Ah non, poser. non, je ne voulais pas te couper l'herbe sous le pied. Bon, c'était simplement de parler à un moment donné du cofinancement. Est-ce que vous nous confirmez ou vous nous infirmez que, alors moi c'est vrai que j'ai plus le volet, on verra tout à l'heure focus jeunesse, hein, sur des projets jeunesse. Est-ce qu'on peut cumuler des fonds européens avec les financements de la DAECT, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple très très concret, une structure qui voudrait faire un échange de jeunes avec le Liban, par exemple, ou le Maroc, dans le cadre d'un financement Erasmus, pourrait aussi demander un petit cofinancement dans le cadre de l'appel à projet, ou général ou jeunesse en tout cas, on le verra plus tard. Donc grosso modo, l'idée générale, c'est est-ce que on peut avoir d'autres financements européens qui viennent se cumuler avec cet appel à projet? Mais ça peut être aussi l'AFD, hein, que je maîtrise beaucoup moins, hein, un financement AFD, parce qu'on disait que c'était l'investissement, et un autre volet qui n'est pas l'investissement demandé dans le cadre de l'appel à projet d'AECT. Donc voilà, l'idée, c'est du cofinancement de fonds publics. Et, et la deuxième question, c'était, j'évoquais l'absence des collectivités locales dans les appels à projets Erasmus, notamment sur les politiques jeunesse. Est-ce que l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des collectivités locales qui ont répondu à l'appel à projet, les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes? Combien de collectivités ont répondu à vos appels à projets en 2023?
Peut-être 2022. J'ai l'impression que c'est assez faible. Voilà. Alors, pour répondre à la première question, sur le principe, aucun problème pour cumuler des cofinancements européens et des cofinancements ministères. En revanche, c'est pas du tout possible pour des financements AFD. Parce que l'AFD, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. De ce fait, c'est les mêmes sous. Et donc, voilà, on refusera un projet qui est déjà financé par l'AFD par ailleurs, en sachant que l'AFD siège à nos comités de sélection et inversement. Donc, c'est vraiment deux types de projets très différents. Ce qu'on peut proposer à l'AFD via la FICOL, donc la facilité de financement pour les collectivités, et ce qu'on peut présenter à la DAECT, c'est deux types de projets, deux envergures de projets, et de modalités de gestion de projets aussi qui sont très différentes. Mais pour l'Union européenne, à ma connaissance, c'est pas du tout problématique. Pour répondre à votre deuxième question, c'est un peu une colle. Il faudrait que je regarde les tableaux. Là, je ne les ai pas sous les yeux. Donc, je pourrais regarder peut-être pendant que mon collègue fera la présentation du projet sport et revenir vers vous ensuite. Mais là, je pourrais pas Que je répondre. viens d'admettre dans notre visio, votre collègue vient d'arriver. Et on l'accueille Très bien. chaleureusement. Jocelyne, tu avais une autre question. Oui, simplement, voilà, donc il y a eu un changement des listes de pays éligibles, les pays les moins avancés notamment. Est-ce qu'il y a des pays exclus? Non, aucun pays exclu, sauf les pays avec lesquels la France n'a pas de relations diplomatiques. Ou des pays qui ne sont pas reconnus comme des pays par la France. D'accord. Voilà, c'est la grande règle de respecter les engagements de l'État français, les engagements internationaux de l'État français, qui est la seule contrainte qu'on impose aux collectivités territoriales dans leur action à l'international. Très bien. Merci. Ce que je vous propose, on respecte à merveille notre timing, Jocelyne, c'est de passer sur la présentation de Morgane et son collègue des focus des appels à projets. Peut-être commencer par jeunesse et l'égalité de femmes-hommes, pour ensuite finir peut-être par le sport. Et après, dans la foulée, on aura une présentation par Pierre Revel de France Volontaire, Territoire Volontaire. Donc, Très on bien. change de slide, on continue le PowerPoint du coup. Alors, comme mon collègue ne peut rester avec nous que jusqu'à 11h30, tu me dis si je me trompe, Ah, Jordan, je vais on essayer inverse? d'aller assez vite ou on peut inverser comme On le comme prend, vous le souhaitez. on accueille votre collègue et directement on le met en scène pour la présentation du volet sport, s'il Allez, préfère. très bien. Bah, on va lui proposer et s'il est d'accord, c'est peut-être Ouais, mieux. bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien. Oui, très bien. Je vous prie de m'excuser parce que je suis en réunion à l'extérieur et donc je suis sur mon téléphone portable. Je n'aurai pas l'occasion de mettre la caméra. Et je peux effectivement commencer l'appel à projet sport si vous le souhaitez, ou alors je peux laisser Morgane prendre la Non, si parole tu et veux, je le puis fais. Bah, vas-y, Jordan, ça me je fera commence beaucoup de par plaisir. l'appel. Oh, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bah, déjà, merci pour cette invitation et pour l'occasion de présenter les appels à projets thématiques de la DAECT. Donc moi, c'est Jordan Barlemont. Je suis expert sur les thématiques agriculture, environnement, climat, santé et sport à la DAECT, donc à la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Et je vais prendre la parole pour vous parler plus précisément de l'édition 2024 de l'appel à projet sport et coopération décentralisée, qui est donc porté par la DAECT. C'est un appel à projet qui a connu déjà des éditions précédentes, qui ont été lancées en 2021, 2022 et 2023. Et c'est un appel à projet qui est relancé cette année pour une quatrième édition, l'édition 2024, qui a la particularité de réunir un certain nombre de partenaires, puisque c'est ce qui est inscrit ici sur la diapositive. On retrouve le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via la DECT, mais via également par la délégation pour le sport, qui est représentée par l'ambassadeur pour le sport, qui s'est associé au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024
à l'Agence nationale du sport, à l'Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, au Comité national olympique et sportif français, ainsi qu'au Comité paralympique et sportif français pour pouvoir donc justement proposer cette nouvelle édition de l'appel à projet sport et coopération décentralisée. On peut passer sur la diapositive suivante. L'appel à projet sport et coopération décentralisée, en tout cas son édition 2024, répond à un certain nombre d'objectifs généraux qui visent notamment à soutenir les partenariats internationaux entre collectivités territoriales et soutenir l'intégration des pratiques sportives dans la vie locale, qui vise également à favoriser le sport comme un outil de mise en œuvre des politiques publiques territoriales, dans l'esprit des valeurs olympiques, des valeurs paralympiques et dans l'esprit également des ODD, qui vise à contribuer à impliquer les autorités locales du monde entier dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et qui vise également à valoriser l'expertise territoriale française en matière de sport. On peut passer à la diapo suivante. C'est un appel à projet qui en fait est construit autour de 3 grands champs d'intervention. En tout cas, ce sont des champs d'intervention qui sont proposés à l'attention des porteurs de projets. Les porteurs de projets peuvent s'inscrire dans l'un ou plusieurs de ces champs d'intervention. Et donc, on retrouve un premier champ d'intervention qui est celui de faire du sport un levier de développement durable des territoires, en cohérence avec l'agenda 2030. Donc là, vraiment, il s'agit, les collectivités territoriales, en tout cas, sont invitées à recourir au sport pour décupler l'efficacité de leurs projets de coopération existants en matière de développement durable ou en proposer de nouveaux, qui utilisent donc le sport pour mieux répondre aux défis des territoires. Donc là, ce sont des projets qui vont pouvoir s'insérer aussi à travers 4 priorités que sont le sport pour bouger plus, le sport pour éduquer et s'engager, le sport pour transmettre des valeurs et le sport comme outil d'inclusion, d'égalité et de solidarité, ainsi que le sport moteur de la transition écologique. Ensuite, on a un second champ d'intervention, cette fois-ci renforcer mutuellement les capacités sportives des territoires pour développer l'accès au sport pour tous. Et un troisième champ, cette fois-ci, valoriser la langue française à travers le sport. Donc là, c'est un champ qui n'était pas présent dans le règlement des appels à projets sport précédents, qui s'inscrit en fait dans, évidemment, les Jeux olympiques et paralympiques 2024, mais également en parallèle, la tenue du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts à l'automne prochain. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà, juste, j'ai rappelé simplement ici un exemple de projet, lauréat de l'appel à 2021, de l'appel projet sport. Il y a beaucoup d'autres projets qui pourraient être cités. En tout cas, celui-ci, c'est le projet Impulse, innover dans les métropoles pour la pratique urbaine et locale des sports, qui s'articule autour de 3 démarches, qui s'attachent à utiliser le jeu et le groupe comme ressources fondamentales de l'engagement et la construction de compétences à travers le sport. C'est un projet qui a été porté par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, en partenariat avec la ville de Dakar au Sénégal. Il y a énormément d'autres projets qu'on pourrait citer, c'était simplement pour donner une idée. Et simplement pour votre information, on est également en train de réfléchir à la DECT à un ou plusieurs événements qui nous permettraient justement de valoriser des appels à projets, enfin des projets lauréats des précédents. Donc vous serez tenu informé si effectivement on arrive à faire aboutir un ou plusieurs événements de ce type qui vous permettra d'en savoir un peu plus justement sur les projets lauréats des années précédentes. Alors, juste peut-être une petite précision concernant cet appel à projet, hein. La DAECT ne finance ni la construction d'infrastructures, ni la venue des délégations sportives de haut niveau dans le cadre de la préparation des athlètes aux Jeux Olympiques. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Voilà, en tout cas, moi, sur cet appel à projet, je reste disponible pour répondre à votre question, y compris a posteriori, que ce soit par mail ou par téléphone. Et j'ai inscrit normalement mes coordonnées sur la diapo qui arrive juste après. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut profiter de la présence de Jordan s'il y a des questions spécifiquement sur le sujet sport Oui, les du fait du prendre départ maintenant. du fait du départ de M. Barlemont un peu plus tôt, est-ce qu'on va du coup prendre tout de suite des questions s'il y en a, et s'il y en a postérieurement, on lui fera parvenir, bien sûr. Alors, j'ai quand même la même question.
qu'à Madame Millon. Est-ce que dans les années antérieures, les appels à projets antérieurs, 2021, 2022, 2023, il y a eu des projets qui concernaient des collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, j'ai pas toute la liste en tête, mais il y en a eu. Effectivement, je crois qu'il y a eu un conseil départemental qui avait proposé un projet. Je peux extraire effectivement les informations et vous les transmettre si vous le souhaitez, mais enfin, je suis sûr qu'il y en a au moins un. Je veux bien, à titre de valorisation et peut-être de partage de bonnes pratiques, ça pourrait être intéressant effectivement pour nous. D'accord, j'en prends note. Voilà, et puis on a quand même une certaine diversité des collectivités territoriales qui répondent généralement à ces appels à projets, c'est-à-dire qu'on retrouve des villes, des conseils départementaux, des conseils régionaux, voilà. Il n'y a pas de questions dans le chat, simplement voilà, demander aux intervenants si nous pourrons diffuser les PowerPoint. Est-ce que c'est OK pour vous, a priori? Oui, bien sûr, c'est aussi conçu pour être diffusé, pas de problème. Ah, bien. Est-ce qu'il y a des ressources peut-être utiles, Monsieur Barlemont, sur le site internet concernant les Alors, projets, des bonnes pratiques, etc. euh, je suis pas sûr qu'il y ait forcément de ressources en termes de bonnes pratiques, mais en revanche, sur le site internet de la DECT, vous retrouverez toutes les informations spécifiques à l'appel à projet thématique sport, mais c'est également valable pour toutes les autres thématiques, à travers notamment un règlement spécifique. Et vous retrouverez également un règlement général qui, cette fois-ci, recouvre tous les appels à projets thématiques et qui permet d'en savoir plus sur disons, des modalités plus techniques et administratives. D'accord. Ce que je retiens aussi, c'est que vous êtes à disposition si une collectivité a, je dirais, une idée, mais ne sait pas si son projet est éligible ou pas, la possibilité qu'elle vous contacte pour, alors pas instruire le dossier, bien sûr, hein, mais c'est simplement pour échanger sur leur idée de projet et prendre la bonne direction dans la future rédaction. Oui, tout à fait. Je reste joignable hein, par téléphone ou par mail. N'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà eu l'occasion de discuter de certains projets qui seraient envisagés avec d'autres collectivités, d'autres régions. Donc, il y a aucune difficulté là-dessus. Merci encore. Bien, on peut peut-être passer au focus des deux autres thématiques, du coup. Eh bien, allons-y. Au préalable, je tiens à préciser que normalement, ce n'est pas moi qui suis l'appel à projet jeunesse, mais mon collègue Pascal Ajali. Cependant, Pascal Ajali est parti en renfort auprès du consulat général à Jérusalem pour plusieurs mois. Donc, je reprends de manière temporaire le suivi de jeunesse. Donc, de ce fait, j'ai pas forcément beaucoup de recul ou j'ai pas l'historique de cet appel à projet en tête. Voilà, donc j'ai un peu repris ça au pied levé, donc je m'excuse par avance si j'ai peut-être des réponses un peu partielles à vos éventuelles questions, mais je ferai de mon mieux. Donc, notre appel à projet jeunesse, c'est la 10e édition. C'est un peu la success story de nos appels à projet. Ça fonctionne toujours très bien. On a toujours beaucoup de candidatures sur cet appel à projet-là. Elle montre un engagement toujours plus fort des collectivités territoriales dans l'internationalisation de la jeunesse, comme on le dit. Donc, c'était vraiment l'objectif de cet appel à projet à sa création, hein, d'inciter les collectivités à développer des projets et des outils pour mobiliser leurs jeunes à l'international et en réciprocité. Bien sûr, accueillir des jeunes étrangers sur leur territoire pour animer leur coopération. Et de ce fait, donc, cet appel à projet-là, il est divisé en 3 volets. Le premier, donc, volontariat et engagement citoyen des jeunes. Donc, bon, voilà, c'est soit des projets d'échange de jeunes en volontariat, donc en se basant sur les outils de volontariat existants comme
le service civique, le volontariat de solidarité internationale, etc. Et d'un autre côté, dans ce volet aussi, des actions plutôt en direction des acteurs publics de jeunesse, et donc de renforcement des capacités en matière de politique publique envers la jeunesse, donc plus au niveau administration. Le deuxième volet, c'est sur l'éducation de base. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde, mais si besoin, n'hésitez pas à poser des questions. Et le troisième point, sur la formation professionnelle, en sachant que dans ce volet sur la formation professionnelle, on peut avoir des fonds spécifiques, donc en plus de ce que peut donner la DACT, de la Fondation Schneider électrique, pour des projets de formation professionnelle dans le domaine de l'énergie. Donc voilà, pour les trois volets, en sachant que dans tout ça, ça peut porter, donc c'est de la jeunesse dans le sens où on implique des jeunes, on fait de la mobilité, de l'éducation, mais ça peut être après sur plein de sujets possibles, des thématiques différentes. C'est assez ouvert. Je vais mettre la slide suivante. Voilà, donc comme je le disais, c'est sa 10e édition. Et bon, il y a une coquille, pardon, mais c'est pas 113 projets soutenus par édition, c'est depuis la création, on a soutenu 113 projets. Et ça a fait à peu près un petit peu plus de 2000 jeunes et professionnels de l'éducation qui ont été bénéficiaires. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle d'une success story pour nous. En tout cas, c'est vraiment l'appel à projet le plus consistant, bon, avec le généraliste. Mais le généraliste, c'est parce que c'est un peu fourre-tout. On a plein de projets, mais jeunesse, c'est vraiment un des appels à projet qui nous amène le plus de projets. Je voulais aussi conclure par un exemple. Donc, bon, c'est un conseil régional, donc ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment un projet très intéressant et sur lequel ils communiquent beaucoup. Donc, si vous voulez vous inspirer, ils ont un site dédié, il me semble, sur ce projet-là. Donc, la Nouvelle-Aquitaine avec la région d'Itasie à Madagascar, où ils se sont servis en fait de la mobilité jeunesse et donc des outils existants comme le service civique pour appuyer leurs projets à Madagascar dans le domaine de l'agriculture. Et donc, il y avait plein de volets différents. Donc, ça allait de structurer un centre régional de formation agricole à Madagascar, en passant par appuyer directement le partenaire avec un volontaire de solidarité internationale à mettre en œuvre cette politique de formation, mobiliser par ailleurs des jeunes en service civique, c'est pas les mêmes profils, hein, les services civiques et les VSI, donc pour valoriser les produits locaux malgaches, en France et inversement, et puis organiser une mobilité d'apprentis entre La Réunion et l'Italie. Donc voilà, c'est vraiment un projet pour nous qui est assez exemplaire et qui montre une grande diversité de ce qui est possible, de ce qu'on peut soutenir dans le cadre de cet appel à projet. Et j'anticipe peut-être s'il y a des ressources. Il me semble, à confirmer peut-être, qu'il y a sur le site France Diplomatie, dans les pages qui sont dédiées à l'action extérieure des collectivités territoriales, une page qui est dédiée aux exemples de projets dans le domaine de la jeunesse. Donc, peut-être qu'ils c'est pas les plus récents, mais ça reste des projets qui ont été soutenus et qui sont intéressants, je pense. Donc, j'essaierai de retrouver l'adresse de cette page web pour vous la partager. Peut-être pour vous donner des exemples. Et voilà, et je pense que j'en ai fini pour jeunesse. Est-ce que je prends des questions déjà sur jeunesse et on parle d'égalité ou j'enchaîne On finit sur la présentation égalité femmes-hommes et celle de Pierre Revel. Et après, ça nous laissera une bonne demi-heure Ok, très bien. pour les questions. Donc, on change de sujet, on change d'appel à projet. L'appel à projet égalité femmes-hommes, lui qui est plus récent, là c'est sa 3e édition.
Pourquoi cet appel à projet? D'une part, pour décliner à l'échelle de la DAECT et donc des collectivités territoriales, la stratégie de diplomatie féministe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous ai mis le lien dans la présentation, vous pourrez aller creuser si vous le souhaitez. Le ministère s'est vraiment engagé de façon très proactive dans donc une diplomatie qu'on dit féministe, c'est-à-dire qu'on place l'action de l'égalité de genre dans tous les volets de l'action de la diplomatie de la France, de l'action extérieure de la France. Et donc ça comprend bien sûr le soutien à l'action extérieure des collectivités territoriales par le ministère. J'en ai parlé aussi au tout début, ça correspond aussi à l'engagement de la France en matière d'aide publique au développement, donc de favoriser l'égalité de genre dans 75% de son APD, de son soutien dans des projets de marqueur genre 1 et encore plus, encore plus ambitieux dans ces 75%, qu'il y ait 20% qui soient des marqueurs genre 2, donc des projets qui sont dédiés à l'égalité de genre. Et c'est tout l'objet de cet appel à projet, c'est-à-dire que cet appel à projet ne soutient que des projets de marqueurs genre 2, donc qui sont dédiés à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'égalité de genre. Autre contexte favorable à l'émergence de cet appel à projet, le Forum Génération Égalité qui a eu lieu en 2022, qui était coprésidé par la France et par le Mexique. Bien sûr, la réalisation de l'ODD 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui est un des ODD sur lequel il y a le moins d'avancées à cette date. Il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps du PNUD sur le sujet et une alerte. Donc, il faut vraiment s'emparer de l'ODD 5, notamment parce que, comme je pense on le partage, agir sur l'égalité, c'est aussi un facteur de développement durable des territoires et de facteur de réussite sur le projet, sur le long terme des projets. Et enfin, on est aussi convaincu de la pertinence de l'action des collectivités dans ce domaine-là, et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cet appel à projet égalité femmes-hommes. Slide suivante, s'il vous plaît. Les champs d'intervention sont au nombre de 6. On reprend en fait les coalitions d'acteurs du Forum Génération Égalité. Donc vous avez la liste, donc les violences basées sur le genre, justice et droits économiques, autonomie corporelle, droits et santé sexuelle et reproductifs, action féministe pour la justice climatique, technologie et innovation pour l'égalité entre femmes et hommes, et mouvement et leadership féministe. Là, comme ça peut peut-être paraître un peu obscur ou pointu. Dans le règlement de l'appel à projet, j'ai vraiment explicité chaque thématique et donné des exemples d'actions qui peuvent rentrer dans ces différentes thématiques, en sachant que, comme pour sport, ça peut être une ou plusieurs thématiques dans lesquelles s'ancre votre projet. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, c'est sa 3e édition. On a soutenu 7 projets avec 10 pays partenaires. Et pour vous dire, la fourchette, pour illustrer à quel point on n'a pas de minimum, pas de maximum, le plus petit projet, son budget total, c'est pas le cofinancement, hein, c'est le budget total du projet, c'était 25 300 €. Donc nous, on a dû donner, je sais pas, 20 000 €, peut-être même moins, 18 000. Et le plus important soutenu dans le cadre de l'appel à projet égalité femmes-hommes était de 424 600 €. Donc voilà, il y a vraiment une grande variété. Il y a une grande fourchette dans le soutien qu'on fait aux collectivités dans leurs projets. Et je voulais terminer par un exemple, moi aussi, qui est un projet du conseil départemental de la Réunion avec le gouvernement de la Grande Comore, qui a un petit projet et que je trouve vraiment intéressant puisqu'il a deux volets, donc à la fois cible à la fois les victimes de violences sexistes et sexuelles,
par des actions de sensibilisation, d'animation, avec des mamies coco-boxeuses. Donc, c'est un groupe de femmes du département de La Réunion qui font de l'aérobox, des femmes d'un certain âge, qui plus est, souvent, qui ont elles-mêmes été victimes de violences, notamment intrafamiliales, notamment violences conjugales, et donc qui vont à la rencontre de victimes de violences sexuelles en Grande Comore pour voilà, favoriser les échanges et derrière tout ça, la libération de la parole, l'apaisement, etc. Et deuxième volet qui, lui, est plutôt en direction des écoutants et qui s'inscrit en parfaite collaboration avec un projet d'une autre collectivité territoriale, en l'occurrence le département de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficie de fonds de l'Agence française de développement pour créer des observatoires des violences faites aux femmes dans plusieurs pays partenaires. Et donc, ils en ont créé un en Grande Comore. Et du coup, ce projet-là, il s'inscrit en complémentarité en venant apporter des sessions de formation qui sont fournies par une association spécialisée du département de La Réunion, donc sur plusieurs volets qui n'étaient pas traités par le projet AFD de la Seine-Saint-Denis. Donc, on ne peut pas les cumuler, mais si c'est complémentaire, on peut tout à fait travailler avec l'AFD. Donc voilà, c'est un petit projet assez intéressant. Et pour vous dire, il y a aussi beaucoup de choses qui se font sur le territoire de La Réunion en lien avec les mamies coco-boxeuses, justement, pour sensibiliser aux violences intrafamiliales, aux violences sexuelles sur le territoire même de La Réunion. Elles interviennent dans plusieurs écoles, dans plusieurs collèges, en complément donc, de ces volets-là. Voilà pour égalité femmes-hommes. Oui, pardon. Et pour terminer, beaucoup de ressources sont disponibles. Je vous ai mis les principales, mais dans le règlement de l'appel à projet, vous avez une petite liste à la Prévert de tout ce qui existe. Donc, pas d'excuses. Il y a beaucoup de supports pour vous former sur comment intégrer l'égalité femmes-hommes dans un projet de coopération décentralisée. Donc, moi, je ne saurais que vous conseiller de suivre le MOOC Genre et Développement de l'AFD et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est très bien fait, il est facile d'accès, il est gratuit. Vous pouvez suivre module par module sans forcément aller dans l'ordre. Il y en a un qui est spécifiquement dédié à comment j'intègre le genre dans un projet. C'est vraiment très opérationnel et ça couvre et des projets portés par des associations ou des ONG et des projets par des collectivités territoriales. Donc vraiment, s'il y a une seule chose à choisir dans toutes les ressources, suivez le MOOC. Pour l'avoir fait moi-même, je suis assez convaincue. Mais en tout cas, il y a beaucoup de ressources qui existent. Et comme mon collègue, je suis à votre disposition. Pour le coup, Égalité Femmes-Hommes, c'est moi qui l'ai conçu et qui le suis depuis le début. Donc, je peux vous aider aussi, apporter un regard sur votre projet en amont et vous renseigner sur cet appel à projet sans difficulté aucune. Bien, merci beaucoup. Je vous propose, même si on a envie de poser des questions, de donner quand même la parole quand même à Pierre Revel de France Volontaire, parce que je pense que ça va venir en complément des appels à projets et ça peut être judicieux, j'irais, de présenter également l'action Territoire volontaire. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Bon, alors j'espère que voilà, vous n'êtes pas trop effectivement fatigué par la succession des présentations. Moi, effectivement, je suis donc responsable territorial sud à France Volontaire. Donc, je travaille avec les acteurs de volontariat, notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, même si je suis basé à Marseille. France Volontaire, un petit rappel, voilà, effectivement, nous sommes, nous aussi, tout comme Resacop, structurés en GIP, mais nous sommes tout à fait complémentaires du GIP Resacop, puisque pour notre part, nous sommes un GIP national, là où Resacop est régional, et nous sommes plus spécialisés sur le volontariat international, alors que Resacop
et effectivement plus sur l'ensemble du champ de la coopération de la solidarité internationale. Et donc, nous sommes tout à fait complémentaires et travaillons donc étroitement ensemble. France Volontaire est une plateforme aussi multi-acteurs, hein, rassemblant donc différents, à la fois les pouvoirs publics, des collectivités et des associations d'éducation populaire, de solidarité internationale et bien sûr de volontariat. Nous sommes opérateurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui bien sûr est dans la gouvernance hein, de France Volontaire. On travaille bien évidemment aussi donc, en étroite relation avec la DAECT et avec laquelle donc, nous avons effectivement pensé hein, ce programme territoire volontaire qui rentre donc dans sa phase 2 cette année. Le constat qui a présidé au lancement de territoire volontaire, donc France Volontaire coordonne à la demande de la DAECT, c'est que l'appel à projet jeunesse, justement, qui a fait la preuve hein, de son utilité, on l'a dit 10e édition, malgré tout, ne permettait pas de toucher tout type de collectivités, notamment les collectivités voilà, qui, alors j'anticipe un peu là, peut-être, donc je passe les slides, peut-être, voilà, avant de revenir sur les publics, hein, les publics cibles, notamment collectivités, peut-être rappeler donc effectivement que sont partenaires de ce programme, bien sûr, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi celui de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, auquel Stéphane Bombron est rattaché, l'Agence du service civique aussi, les différentes associations de collectivités sont également membres. Voilà, les objectifs du programme, il s'agit là aussi, je faisais le lien avec l'appel à projet jeunesse, il s'agit là aussi hein, de pouvoir mobiliser des volontaires internationaux en lien avec des jumelages, des coopérations décentralisées des collectivités. Et bien sûr, pour des missions de volontariat, il ne s'agit pas que d'envoyer et d'accueillir des volontaires. Ces missions portent sur des thématiques qui peuvent être très variées, en lien donc avec les ODD. On retrouve aussi là les priorités transversales de la DAECT, avec des missions de volontariat aussi, qui ont pour objectif et qui permettent aussi de faciliter l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et des missions aussi, c'est peut-être une nouveauté du prochain appel à manifestation d'intérêt qui sortira prochainement, le souci de faire le lien avec les différentes diasporas à travers ces missions de volontariat. Alors voilà, je disais, à la différence de l'appel à projet jeunesse, le programme territoire volontaire, lui, fonctionne à travers un appel à manifestation d'intérêt, un AMI. C'est une facilité effectivement d'accès au volontariat pour les collectivités, puisque effectivement ce programme territoire volontaire peut être assimilé à un programme, un dispositif clé en main. L'appel à manifestation d'intérêt, disons, pour une collectivité qui a peu d'expérience encore dans le domaine du volontariat international, permet d'éviter d'avoir à construire un projet dans sa globalité, ce qui suppose de maîtriser les différents dispositifs de volontariat. Et au lieu de cela, cet accès facilité au travers d'un formulaire en ligne rapidement, qu'on peut renseigner rapidement, qui permet d'indiquer avec quel pays la collectivité française souhaite eh bien, mettre en œuvre des missions de volontariat, le nombre de missions envisagées. Voilà, c'est assez basique comme renseignement qui est demandé. Ça ne dispense pas, bien sûr, la construction d'un projet, mais en fait, ça intervient après la clôture de l'AMI. Et dès lors qu'on remplit les critères de base, effectivement, on a de très bonnes chances d'être retenu. Alors voilà, ce que propose le programme, le premier point, je l'évoquais, hein, le premier atout, c'est ce fonctionnement donc, par AMI facilement accessible aux collectivités. Le deuxième atout, c'est en rapport avec le clé en main, c'est donc la possibilité de s'appuyer sur un réseau d'opérateurs expérimentés, spécialisés sur le volontariat international pour mettre en œuvre les missions de volontariat à la demande des collectivités. En région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2 ans, on a eh bien, le SCD, hein, qui est membre aussi de Resacop et aussi de France Volontaire, qui est labellisé opérateur territoire volontaire. Le SCD travaille actuellement avec la métropole de Lyon, qui est lauréate du deuxième AMI du programme territoire volontaire. Et puis, effectivement, il y a bien sûr aussi un soutien financier de la DAECT, donc qui
donc qui est important, qui est un des atouts de ce programme. Il y a eu un petit bug là. Effectivement, le quatrième atout, c'était qu'on est sur un programme national qui permet donc des échanges d'expériences entre collectivités, avec certaines qui ont déjà une certaine expérience et bien sûr des collectivités plus néophytes en matière de volontariat international. Ce qu'il a détaillé dans cette nouvelle diapo. Voilà, ce qui est intéressant à noter, c'est que il n'est pas nécessaire absolument d'avoir déjà un partenaire collectivité à l'international pour se lancer dans le cadre du territoire volontaire. La mise en œuvre de missions de volontariat, qui souvent concernent un public jeune, peut être effectivement une première action concrète, un premier projet concret pour développer une coopération décentralisée ou un jumelage. Donc voilà, il n'y a pas, on vise donc ce type-là de collectivité qui se lance pour la première fois, avec ou sans partenariat de coopération décentralisée préalable. Et malgré tout, les collectivités plus expérimentées sont acceptées dès lors qu'elles sont prêtes à partager leur expérience en matière de volontariat international avec des collectivités plus néophytes. Voilà. Alors bien sûr, là, un point important, c'est que dans les pays partenaires sont visés, là on a un champ malgré tout, puisque c'est un clé en main aussi plus restreint qu'avec l'appel à projet jeunesse. L'appel à projet, il faut construire le projet de A à Z pour escompter un soutien de la DAECT. Dans le cadre de territoire volontaire, c'est plus simple, mais le nombre de possibilités est aussi un peu plus limité, puisque tous les pays sont éligibles dans le cadre de l'appel à projet jeunesse, alors qu'on cible uniquement les pays éligibles à l'aide publique au développement dans le cadre de territoire volontaire. Une autre spécificité est qu'on cible uniquement 2 dispositifs de volontariat. D'une part, le service civique, un volet international et qui se veut accessible au plus grand nombre pour des missions donc effectivement qui ne dépassent pas 12 mois, avec des jeunes donc forcément âgés de moins de 26 ans. Et on prendra malgré tout des jeunes majeurs sur le programme territoire volontaire, même si le dispositif service civique est ouvert notamment au niveau local sur les à partir de 16 ans. Et le deuxième grand dispositif qu'on mobilise pour territoire volontaire, c'est le VSI, qui lui est davantage un volontariat de compétences et de longue durée, avec des missions de minimum 12 mois. Sur l'appel à projet jeunesse, on retrouve ces 2 dispositifs, mais aussi le corps européen de solidarité, le CES par exemple, puisque les pays européens, dans le cadre de l'appel à projet jeunesse, sont éligibles. Alors, ce qui est important de noter, là aussi, priorité transversale de la DAECT, déjà évoquée tout à l'heure par Morgane Millon, c'est que ce qui est encouragé aussi avec le programme territoire volontaire, c'est la réciprocité et donc des mobilités à la fois entrantes et sortantes, ce qui permet effectivement d'avoir un impact plus grand lorsqu'on conjugue envoi et accueil. Là, vous avez effectivement la liste un peu des collectivités qui ont été soutenues qui ont été lauréates des 2 premières AMI du programme territoire volontaire. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, vous retrouvez bien sûr la métropole de Lyon. La ville est aussi lauréate, mais bon, comme vous savez sans doute, voilà, du fait de changements internes, notamment au niveau de la direction des relations internationales, voilà, de la démutualisation de cette direction entre les 2 collectivités, ville et métropole. Pour le moment, la ville n'a pas encore pu concrétiser le projet pour lequel elle est lauréate de territoire volontaire. Donc, vous voyez que ça touche des collectivités de tout type, des régions, des conseils régionaux, mais aussi des départements, des communes de grande taille, mais aussi de plus petite taille, des intercommunalités aussi. Communes de petite taille, par exemple, pour ma part, qui suis responsable territorial sud, j'ai eu l'occasion en région Occitanie de travailler avec la commune de Prades-le-Lez. Bon, voilà, ce n'est pas une commune de grande taille. Il y en a d'autres encore plus petites. Dans la région Normandie, voilà, les villes de Longchamp, ce sont des petites communes. Donc, c'est vraiment accessible à tout type de collectivité grâce effectivement à notamment la procédure par appel à manifestation d'intérêt qui effectivement peut être remplie très, très rapidement à travers un formulaire en ligne. Donc, les 2 premières AMI ont permis effectivement d'avoir plus d'une quarantaine donc, de collectivités soutenues et ont permis donc de générer près effectivement de 300 missions dans une quarantaine de pays
Alors, vous voyez effectivement la prédominance des pays en Afrique, mais aussi, vous voyez également que tous les continents sont représentés. Le cadre partenarial donc, de territoire volontaire, j'évoquais tout à l'heure eh bien, la coordination de ce programme confié par la DAECT à France Volontaire. Donc, DAECT et France Volontaire qu'on va retrouver dans le comité de pilotage stratégique, mais également l'agence du service civique, bien évidemment. Ensuite, le rôle de France Volontaire donc, est d'assurer la gestion déléguée des fonds de la DAECT. C'est également de mobiliser son réseau en France, donc avec nos antennes territoriales, mais aussi dans le monde, avec nos espaces volontariats qui sont présents dans plus d'une vingtaine de pays. Et puis, donc bien sûr, d'apporter un appui aux collectivités de manière complémentaire aux opérateurs, donc qui, eux, sont chargés de la mise en œuvre directe des missions de volontariat, parce que ces opérateurs ont effectivement l'agrément pour le VSI, le volontariat de solidarité internationale, ce volontariat de compétences de longue durée, mais aussi l'agrément pour le service civique international. Et donc, la collectivité, bien sûr, elle, voilà, sur la maîtrise d'ouvrage de son projet, donc doit indiquer effectivement dans quelle direction il est souhaité que nous avancions. Voilà. Et il y a également un cofinancement qui est malgré tout attendu de la collectivité en complément de ce que les dispositifs apportent, ainsi que la DAECT. Alors du coup, voilà, c'est la diapo suivante sur ce cadre administratif et financier. On a donc, lorsque la collectivité répond à la mi-territoire volontaire, ça ne vaut pas encore pour engagement contractuel. Cette contractualisation, elle intervient dans une seconde phase, après que les collectivités lauréates aient été désignées. Et à ce moment-là, on s'engage donc dans une contractualisation tripartite entre un opérateur donc, proposé à la collectivité. Donc, ça peut évidemment être le SCD, c'est effectivement une solution de proximité, mais il y a d'autres opérateurs, le cas échéant, qu'on peut proposer, qui sont situés dans d'autres régions françaises. La contractualisation donc, se fait entre la collectivité, l'opérateur choisi par la collectivité et opérateur qui est déjà préalablement labellisé un territoire volontaire. Et puis, donc, il y a un choix qui est disons, dans un… Il faut avoir ce label, opérateur territoire volontaire, là où avec l'appel à projet jeunesse, bon, voilà, vous avez effectivement une plus grande liberté de manœuvre, mais c'est aussi une sécurité dans le cadre de territoire volontaire que de travailler avec des opérateurs expérimentés qui connaissent le volontariat international. Et France Volontaire aussi est donc signataire de cette convention tripartite qui peut être mise en place qu'à partir du moment où effectivement un budget a été élaboré. Alors, on a des maquettes budgétaires types, mais effectivement, tout ça reste à affiner ensuite en fonction du nombre de missions de volontariat choisies, du dispositif de volontariat choisi, service civique, VSI, envoi et accueil. À chaque fois, effectivement, on a des spécificités et spécificités aussi qui dépendent bien évidemment du pays, puisque le choix du pays va notamment influer fortement sur le coût des billets d'avion, vous vous en doutez, et aussi sur le coût du logement notamment. Donc, les maquettes budgétaires, elles sont indicatives. Ce qui est plus impératif, en fait, c'est les contributions en pourcentage des différents partenaires, que ce soit l'Agence du service civique, donc la délégation donc, CIV du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la DAECT, et la contribution donc, de la collectivité. En fonction des dispositifs, là, je vous ai mis a priori, parce que donc, le prochain AMI n'est pas encore sorti. Il sortira, on l'espère, au mois de février prochain, donc le mois prochain. Et en fonction donc, du dispositif, selon que ce soit service civique ou VSI, envoi ou accueil, vous avez une variation du cofinancement attendu de la part de la collectivité et du coup aussi une variation du cofinancement proposé. Donc voilà, donc, si on prend en compte ce qu'apportent les dispositifs et l'appui de la DAECT, vous pouvez avoir en fonction des dispositifs de 64 à 77% du coût total pris en charge et donc avec un restant à charge par la collectivité entre donc 23 et 36% du coût total. À signature de la convention, c'est 70% de la subvention de la ECT qui est versée par France Volontaire, qui est sur la gestion de ces fonds, à la collectivité, ce qui donne plus de temps à cette dernière
pour apporter sa contribution à l'opérateur, hein, qui est en fait la structure donc, qui reçoit ces fonds pour mettre en œuvre les missions. Donc, comme je vous le disais, vous répondez à l'AMI. Au moment de la réponse à l'AMI, ça ne vaut pas encore pour engagement contractuel. L'engagement contractuel, il intervient au moment de la signature de la convention et préalablement, bien sûr, au déploiement des volontaires. Et donc, à la signature de la convention, France Volontaire verse les fonds d'AECT. Et vous voyez ensuite donc, le premier versement de la collectivité territoriale intervient par la suite. Ça peut être effectivement au moment du démarrage de la mission de volontariat. Là où le premier versement fait par France Volontaire intervient au moment de la signature de la convention. Au niveau donc, du calendrier, c'est mon avant-dernière diapo, enfin ma dernière diapo plutôt, je reviendrai sur la précédente tout à l'heure. Je vous disais donc voilà l'ouverture de l'AMI en février-mars. Au printemps, on aura effectivement la sélection des collectivités lauréates et on enchaînera avec la construction donc, des conventionnements et donc aussi des budgets, hein, les budgets donc, de ces différents projets en fonction du nombre de missions et des pays que vous souhaitez. Et bien sûr, l'élaboration des missions de volontariat aussi au printemps pour espérer démarrer les premières missions à l'automne 2024 pour le début des déploiements des volontaires. Mais ça pourrait être aussi tout début 2025 avec du coup la fin donc, de cette nouvelle phase 2 de ce programme prévu fin 2026. Voilà, ce qui laisse effectivement le temps de déployer les différentes missions. Dans l'avant-dernière diapo, vous aviez effectivement voilà, quelques exemples de missions. S'agissant donc de la métropole du Grand Lyon, les dispositifs ont été mobilisés par la métropole de Lyon, le VSI et le service civique, à l'envoi et à l'accueil. Enfin, plus précisément, on a, s'agissant du VSI, un envoi et on a effectivement on a 3 missions VSI. Donc, on en a effectivement voilà, on a de l'envoi et de l'accueil. Et sur le service civique, on a uniquement de l'envoi. Et les problématiques dans les missions, c'est l'eau et l'assainissement, d'une part, et également la gestion des déchets pour ce qui est de l'envoi du VSI avec Madagascar, donc collectivité partenaire du Grand Lyon. Voilà pour cette présentation. J'espère avoir été assez clair et je me tiens à votre disposition pour donc des compléments, des questions, des précisions. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, on souhaitait absolument vous présenter également ce dispositif qui vient vraiment en complément de ce qui vous a été présenté préalablement. Même si peut-être des collectivités présentes à la visio ne maîtrisent pas complètement les dispositifs VSI, service civique international, mais qui se basent effectivement sur l'accueil ou l'envoi de volontaires dans vos Il territoires. n'est pas nécessaire de les maîtriser justement pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Il faut simplement savoir avec quel pays on a envie de travailler. Et donc, qu'on ait ou pas d'ailleurs donc une collectivité partenaire, mais c'est des pays donc, qui sont éligibles à l'aide publique au développement qu'on vise, donc pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. Le nombre de missions, avoir une idée du nombre de missions qu'on veut mettre en place, savoir si c'est plutôt des missions accessibles au plus grand nombre, auquel cas on ira sur le service civique, ou si c'est des missions en lien avec des projets qui demandent des compétences spécifiques, auquel cas on ira sur le VSI. Voilà un peu les éléments qui vous sont demandés dans le formulaire en ligne de l'appel à manifestation d'intérêt. C'est assez simple. En tout cas, l'enjeu aussi de la visio, c'est vrai de vous présenter les différents dispositifs et programmes, mais vous l'aurez bien compris, chacun de vos interlocuteurs qui vous ont présenté les programmes et les PowerPoint sont aussi à votre disposition pour aller un peu plus loin, vous éclairer, vous guider, vous accompagner dans la démarche projet. Donc, que ce soit le ministère de l'Europe des Affaires étrangères, que ce soit France Volontaire ou Resacop, je pense que, et puis moi-même, au niveau de Rages, il y a un côté Erasmus ou Corps européen de solidarité, vous avez bien compris qu'on est dans une introduction au programme et aux appels à projets, mais qu'on est là pour aller plus loin avec vous suite à la réunion en visio. Il y avait une question de Madame Lavoux qui a levé la main. Oui, encore moi, excusez-moi. J'ai une question pour Monsieur Revel. J'ai un exemple concret. Par exemple, nous avons des relations avec CHU Lyon pour rester dans la région. Par exemple, dans le cadre d'une mission des médecins volontaires
qui seraient prêts à aller opérer en Ukraine, est-ce que ce type de mission pourrait être couverte par France Volontaire? Et qu'est-ce qui pourrait être couvert? Donc, j'ai compris que ce serait les frais de déplacement, les frais de logement, aussi l'assurance. Mais par exemple, le maintien de salaire, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça rentre dans le type de volontariat ou ce sont des médecins euh, voilà, qui n'ont pas le maintien de salaire pendant ce type de mission volontaire? Voilà, c'est sûr que c'est pas des missions envisageables dans le cadre du service civique. Dans le cas du VSI, ça me paraît, dans le cadre de ce programme, ça me paraît quand même compliqué. Je précise que sont pris en charge effectivement grâce au soutien donc, de la DAECT et aussi donc, de la contribution de la collectivité, les coûts qui ne sont pas déjà pris en charge par les dispositifs service civique et VSI. Dans le cas du service civique, et du VSI, on a déjà des prises en charge des indemnités des volontaires. Donc, effectivement, on ne parle pas de salaire, c'est une indemnité qui est versée à ces volontaires. L'indemnité, elle est fixe dans le cas du service civique, elle est prédéterminée par l'agence du service civique. Dans le cas du VSI, elle peut varier effectivement en fonction des pays. Il y a un plancher et un plafond qui est fixé par la loi sur le VSI. La couverture sociale la couverture sociale de base et aussi les assurances sont prises en charge par le dispositif service civique. Mais dans le cas du service civique, par exemple, le transport international et le logement ne sont pas pris en charge. Donc, du coup, l'appui financier de la DAECT et aussi de la collectivité permettra aux volontaires d'avoir une prise en charge de ces coûts. Voilà, il y a également la possibilité, dans les budgets qu'on construit dans le cadre du territoire volontaire, la possibilité de prévoir un budget logistique et action du volontaire, mais c'est plutôt pour des déplacements sur place dans le pays, pour éventuellement l'achat d'ordinateurs, mais là aussi, ça ne va pas pouvoir permettre des investissements sur du dur. Et effectivement, il n'y a pas de maintien de salaire possible dans le cadre de ce programme, puisque on applique les dispositions législatives pour à la fois le service civique et le VSI. Donc, les volontaires perçoivent des indemnités. Il n'y a pas de maintien possible de salaire. Par contre, voilà, donc il y a effectivement Et, est-ce que par reconnaissance par rapport il y a des mises en disposition qui peuvent peut-être s'envisager pour qu'ensuite, par la suite, dans le cadre des volontaires, puissent retrouver l'emploi qu'ils faisaient auparavant. Voilà. C'était justement ma question complémentaire. Après, peut-être si le projet global pourrait être accepté, effectivement, ça pourrait faire partie d'un financement, par exemple, au niveau des indemnités. Mais si après la collectivité ou l'association, si c'est un projet tripartite, par exemple, de compléter le montant nécessaire des volontaires pour... Oui, oui, il y a un point important aussi que je n'ai pas souligné, c'est qu'en fait, on suit donc c'est vrai que les missions de service civique et bon, même VSI s'inscrivent plutôt voilà, dans ce qu'on appelle traditionnellement la coopération pour le développement. C'est pas trop, même si à la marge, le VSI peut le permettre, on n'est pas trop sur des missions humanitaires. Et donc, on suit comment dire, le déploiement des volontaires est possible sur les zones qui ne sont pas classées au rouge par le ministère. Pour les zones oranges, ce n'est pas possible dans le cadre du service civique. Et dans le cadre du VSI, c'est vraiment bien négocié au cas par cas en fonction de ce que indique le ministère. D'accord. Donc, pas civique, éventuellement VSI. Oui, sur des zones oranges, mais voilà, pas en zone rouge en tout cas. Et est-ce que le volontariat de compétences pourrait aussi être pertinent dans ce cadre-là, Alors, Pierre? le volontariat d'échange et de compétences, bon, c'est une pratique de volontariat, mais qui ne s'appuie pas sur un dispositif encadré par une loi. Et cette pratique-là de volontariat n'est pas éligible
l'appel à manifestation d'intérêt à territoire volontaire. Il y a effectivement régulièrement un appel à projet d'IVEC, volontaire d'échange de compétences, qui est lancé. Pour le dernier en date, qui n'est pas si ancien que ça, on a eu effectivement là plutôt des associations qui ont répondu, alors que territoire volontaire s'adresse d'abord aux collectivités. Donc des associations qui ont répondu de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des projets sur l'Arménie, mais qui peuvent aussi être en lien avec les coopérations décentralisées. Donc ça a été le cas de la FLAC notamment, et puis aussi voilà, d'autres. Il y a eu quelques lauréats en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, bon, ce n'est pas des dispositifs qui vraiment ciblent l'action humanitaire d'urgence, globalement. Même si peut-être qu'à la marge, il pourrait y avoir des possibilités, mais voilà. En fonction aussi du respect des règles sécuritaires fixées par le ministère. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres réactions et d'autres questions? A priori, non. Donc, je pense que Jocelyne, pourra Pierre? effectivement relayer donc la sortie prochaine de l'AMI territoire volontaire, bon, Thévo dans le jargon, qui est prévu donc plutôt, on l'espère, au mois de février. Et bien sûr, ça sera à retrouver aussi sur le site de France Volontaire, voilà, qui apparaît dans le chat. Ok, Et je reste à merci. votre écoute, comme le disait Stéphane, si besoin, par la suite. Merci à vous. Madame Millon, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter avant de conclure? Le micro, peut-être, Madame Millon. Pardon. Donc non, je ne crois pas. Peut-être juste rappeler qu'effectivement, l'ensemble des règlements des appels à projets dont on a parlé et tous les autres sont disponibles sur France Diplomatie, qu'on partagera le PowerPoint avec les collègues, les participants à la réunion et bien sûr nos coordonnées de moi et Jordan pour toute discussion ultérieure à cette formation. Pierre? Excuse-moi de rebondir une nouvelle fois. Ce que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, c'est que même si c'est la collectivité qui assure la maîtrise d'ouvrage, au final, la structure qui va accueillir le volontaire, si on est sur de la réciprocité et donc des accueils aussi de volontaires en France, ce n'est pas que des envois, la structure d'accueil doit être bien sûr située sur le territoire de la collectivité, mais ça peut être ou bien la collectivité en propre au sein de ses services, mais ça peut être aussi au sein d'une association située sur le territoire de la collectivité en France ou un établissement scolaire. Et bien évidemment, ces accueils de volontaires internationaux permettent de nourrir très fortement des actions et des projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc, ça permet de renforcer l'impact local. Et conjuguer envoi et accueil, c'est aussi un moyen de renforcer des partenariats internationaux. Bien évidemment, voilà, c'est deux points importants que je voulais souligner. L'accueil et l'envoi, renforcer des partenariats, mais aussi travailler sur des problématiques communes d'intérêt partagé. On peut retrouver aussi, du coup, la question de l'égalité homme-femme. On peut retrouver la question de la transition écologique dans ces missions. J'évoquais les problématiques d'eau et d'assainissement tout à l'heure, avec aussi la métropole de Lyon. Voilà, c'est effectivement des thématiques très variées. Et bien évidemment, la question de la jeunesse, qui peut être un bon moyen aussi pour des collectivités qui veulent débuter une action internationale, d'impliquer les jeunesses de leur territoire respectif. Merci Stéphane. Et merci Jocelyne également, et Morgane aussi. Jocelyne, est-ce qu'il y avait un mot de Non, de conclusion mon également côté, voilà, non, pas de complément. Je l'ai annoncé en début de réunion. Resacop est disponible pour vous accompagner dans la réflexion, la construction d'un projet, le travail sur les partenariats. Donc, c'est vrai que là, les délais sont assez courts. On peut être aussi en travail juste avant le dépôt, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous solliciter à toute étape en fait du travail sur vos projets, voire pour la construction pour l'année prochaine, hein, si vous avez besoin de ce temps-là pour effectivement réfléchir et construire
Oui, oui. Voilà, de façon plus durable. Il est clair que l'enjeu de ce webinaire, c'était bien sûr de vous présenter les appels à projets, les territoires volontaires, mais c'était aussi de vous présenter des personnes ressources sur nos territoires pour vous accompagner dans les projets actuels ou futurs. Donc, c'était bien que Pierre Revel de France Volontaire et de Jocelyne Delarue de Resacop vous disent qu'effectivement, au-delà des appels à projets de 2024, ils sont là aussi d'une manière continue dans le cadre du projet de développement de vos structures. Madame Millon, vous vouliez rajouter quelque chose en levant la main? Oui, juste, pour, du coup, répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Ah, En 2023, sur l'ensemble de nos appels à projets, on a eu, 15 collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont, candidaté sur, 120, dossiers reçus. bien. Bon, c'est une bonne représentativité du coup. Avec, du département, de l'intercommunalité, des communes, de plusieurs niveaux. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres réactions ou commentaires, je voulais simplement conclure en remerciant les intervenants. On est à votre disposition. Bien sûr, vous aurez les PowerPoints et les coordonnées de chacun d'entre nous pour revenir vers nous si besoin. Merci en tout cas à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée et donc peut-être à très bientôt sur de beaux projets en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à à toutes bientôt, et tout le monde. tous. Et bonne